En ce qui concerne mon introduction, bon, si je vous parle de l'innovation, c'est parce que c'est ce que je connais le mieux, c'est mon objet de recherche, c'est ce sur quoi j'ai travaillé de longues années dans différents pays, et j'aurais plutôt une approche psychosociologique, c'est-à-dire de savoir ce que ça fait sur le psychisme des individus et qu'est-ce que ça fait sur les relations sociales, sur les rapports de pouvoir, sur la connaissance des autres, sur la connaissance de l'institution aussi. Et puis, mon terrain, c'est les établissements scolaires en voie d'expérimentation, principalement ou expérimentaux. J'ai beaucoup travaillé à l'Institut national de recherche pédagogique, où nous avions des établissements témoins, des établissements expérimentaux, où nous tentions des tas de choses nouvelles et nous regardions les effets, aussi bien à l'intérieur de l'école qu'à l'extérieur. Et je focaliserai plus particulièrement sur les enseignants, qui sont vraiment, de mon point de vue, la clé de voûte de l'école. Alors, ma première partie, donc c'est l'origine de l'innovation. D'où vient-elle cette innovation à l'école? Maintenant, on en parle avec beaucoup de fréquence. Pourquoi? Comment? Alors, d'autant plus qu'on peut considérer que l'école a toujours changé. Elle a vécu des bouleversements importants. Elle a vraiment, on ne s'en rend pas compte parce que nous vivons à hauteur d'homme, je dirais, de vie d'homme, mais elle a énormément bougé. Quand on regarde les 3 ou 4 siècles derniers, on s'aperçoit que l'école n'était pas du tout comme elle est actuellement. En plus, ce changement repose, cette innovation repose sur un lien avec l'institution. Il n'y a pas d'innovation sans institution. Et il n'y a pas d'institution d'ailleurs sans innovation, c'est réciproque. Et puis peut-être donner un sens à l'utilisation. Pourquoi maintenant on utilise innovation, innovation, innovation? C'est vraiment, c'est toujours le mot, comment dire, à la mode. Et on peut se poser la question de pourquoi c'est apparu et à quoi cela est-il dû dans la valorisation actuelle de l'innovation. Alors, l'école a toujours changé. Elle change actuellement, mais elle a changé. Il suffit de se rappeler des écoles chrétiennes, les frères des écoles chrétiennes, avec le passage du latin au français, les petites écoles de Port-Royal, les écoles privées et l'école publique, les lois sur la laïcité. Les écoles privées, l'école publique, il y a toujours eu des modifications, des changements, des rapports de pouvoir, de savoir. Les lois sur la laïcité aussi ont intervenu. Et puis, les changements de programme, de structure, les réformes successives, enfin moi je parle surtout pour la France, mais nous avons eu énormément de réformes dans le premier degré, dans les collèges, les lycées, y compris dans l'enseignement supérieur. Donc incontestablement, les gens qui vous disent l'école ne bouge pas, elle est pesante, elle est lourde, on dirait un mammouth, on dirait un éléphant qui ne bouge pas, c'est faux. Ce qu'il y a, c'est que les gens veulent sans doute que l'école bouge plus vite que ça et surtout qu'elle bouge dans la direction qu'ils souhaitent. En réalité, ce changement, ce bouleversement, il repose sur des choses nouvelles, sur des innovations, comme je le disais, en lien avec l'institution. Alors, je reviendrai sur l'institution pour qu'on puisse bien comprendre ce dont je parle. Alors, d'abord, il n'y a pas si longtemps que ça que l'innovation est acceptée dans les écoles et dans les systèmes éducatifs. Si on remonte par exemple à l'époque du Moyen-Âge ou même à ce qu'écrit Montaigne sur les innovations qui sont vraiment rejetées, qui sont des mauvaises choses, qui mettent en doute ce qui a été établi, ce qui a été institué, ce qui a été installé et le respect de ces choses qui sont installées. Et donc, à cette période, l'innovation est vue comme quelque chose d'extrêmement négatif, d'extrêmement perturbateur, même si la vie en elle-même, elle bouge, elle est mal supportée, et on essaye de stabiliser une société de manière à ce qu'elle ne bouge pas, à ce qu'elle reste comme elle est, dans sa sérénité et sa stabilité. Donc là, on se retrouve avec des innovations rejetées à tel point même que les innovateurs ou ceux qui se déclaraient comme faisant quelque chose dans les écoles, essayant, par exemple, les frères des écoles chrétiennes, quand ils ont introduit le latin, a été
le français, pardon, par rapport au latin, puisque l'enseignement se faisait en latin, eh bien là, ils étaient mal vus. Certains ont même été vus comme des hérétiques, des gens tout à fait anormaux qui vraiment transgressaient ce qui existait en matière de stabilité. Je dis ça parce que je pense que dans certaines couches de la population actuelle, il y a encore ce désir de stabilité, de ne pas bouger, de ne pas changer les choses, puisque là, on est là, gardons une certaine stabilité. Et puis, on se rend compte qu'au fur et à mesure des époques, je passe très rapidement parce qu'il faudrait que je vienne dans tous les détails, eh bien, au fur et à mesure, l'innovation est apparue comme quelque chose d'acceptable, quelque chose qui pourrait enrichir la société actuelle, qui pourrait lui apporter un renouvellement. Mais quand on regarde bien ce renouvellement au cours des époques, on se rend compte que le poids de ce changement, de ce renouvellement, est lié à deux piliers centraux de l'innovation. Il n'y aurait pas d'innovation sans ces deux piliers, qui sont, à mon avis, en 2020, largement minorés, mais qui sont implicites et que je souhaiterais qu'ils soient retravaillés à l'heure actuelle en 2020. Alors, le premier, c'est celui de la religion. Alors, la religion, vue dans comment vous dire, dans une conception extensive, c'est-à-dire une sorte de croyance, des forces de la croyance, des forces d'interprétation du devenir social, du devenir sociétal. Alors, à l'époque où je parle, c'est une époque où il y avait l'Église catholique en France. Je parle bien de la France, je suis franco-centrée, où l'Église catholique avait un poids très très fort et il convenait de ne pas changer les choses, d'avoir un respect vis-à-vis des institutions. L'Église romaine était, comment vous dire, quelque chose d'institué, de très très fort, qui rejetait l'innovation. Mais sont arrivés plutôt des dissidents, c'est-à-dire Luther, Calvin, sont arrivés, il y a eu ce qu'on appelle la réforme. Et par rapport à l'Église romaine, la réforme autorisait un certain nombre de choses. En particulier, la réforme n'avait pas ce que l'Église catholique avait à l'époque, c'est-à-dire des prêtres, des gens qui interprétaient les textes sacrés pour les autres. Finalement, la population recevait l'interprétation des textes sacrés et n'avait pas accès immédiatement avec ces textes. Avec la réforme, cela a été extrêmement différent. Il y a eu d'abord un développement de la lecture, de l'écriture, surtout dans les pays germaniques, où on a développé vraiment la lecture, la confrontation avec les textes sacrés, les interprétations, et où aussi l'apparition de quelque chose qui est extrêmement important, c'est celui de l'économie. Le domaine économique est apparu comme quelque chose de très important au XVIIe, XVIIIe siècle. Et puis plus tardivement, le deuxième pilier, on peut considérer l'innovation, c'est Schumpeter. Schumpeter, donc on a deux, si vous voulez, on a deux piliers, celui de la religion, avec d'ailleurs un très beau travail de Weber sur le capitalisme et la religion, les liens entre les deux, et puis aussi de Schumpeter, tous les travaux de Schumpeter sur cette innovation. Alors, les travaux de Schumpeter sont beaucoup plus récents, ils sont après la Seconde Guerre mondiale ou durant la Seconde Guerre mondiale, et donc là, ils font apparaître ces travaux le rôle de l'économie et du capitalisme, c'est-à-dire que l'innovation est née à ce moment-là dans les entreprises, où il fallait développer toujours un objet nouveau si on ne voulait pas que l'entreprise meure. Il y avait une sorte de course en avant et de concurrence effrénée entre les différentes entreprises, notamment on se servait de la publicité, on se servait aussi du développement des besoins que n'avait pas forcément la population, mais on s'arrangeait de telle sorte qu'elle sente qu'elle avait un besoin pour consommer, du consumérisme et du consumérisme. Et donc l'innovation, même à l'école, et on le verra quand je développerai plus tard, l'innovation repose sur ces deux éléments-là, des phénomènes, je ne dirais pas religieux, parce que c'est plus la religion, mais d'un rapport au sacré et d'un rapport à quelque chose qui est extérieur à nous. C'est-à-dire que quand on innove, on s'autorise à faire quelque chose, alors qu'avant, on disait non, c'est pas nous, c'est Dieu. C'est Dieu qui crée, ce n'est pas l'individu qui crée.
Donc, le fait qu'il y ait cette émancipation de l'individu et cet individualisme d'ailleurs de la personne a provoqué le développement de l'innovation dans cette sphère de la religion ou des croyances. Et puis l'économie aussi, parce que nous sommes confrontés à des pays capitalistes qui ont effectivement mis en œuvre le développement de cette économie par un consumérisme effréné, par des concurrences entre les entreprises qui permettaient à chaque pays de se développer. Et nous sommes encore sur cette dimension. Alors, me direz-vous, l'innovation aussi, elle a énormément eu à lutter contre cette stabilisation qui était l'institution. Et là, on voit bien qu'il y a un jeu entre instituant et institué. Si on considère l'innovation comme quelque chose d'impertinent, quelque chose qui perturbe un peu, ça peut être d'ailleurs de petite ampleur, ce qu'on appelle l'innovation incrémentielle, une petite bricole de rien du tout. Je change mes horaires de classe, je change de manuel, voilà, je fais des choses mais assez petites jusqu'à quelque chose qui est une innovation de rupture, où là vraiment je change ma pratique pédagogique par exemple, ou alors des contenus, ou même l'introduction, on va le voir, du numérique à l'école. Et là, il y a un jeu entre est-ce que l'institution tolère ou ne tolère pas, mais elle en a besoin. Finalement, le lien entre l'innovation et l'institution, c'est je t'aime, moi non plus. D'où vient finalement cette valorisation actuelle de l'innovation? C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, et plus on se rend compte que l'innovation est partout. Elle est dans les textes de l'OCDE, elle est dans les textes de la communauté européenne, elle est dans tous les textes. Il y a une sorte de course effrénée vers l'innovation. Il n'y a plus de société s'il n'y a pas innovation. On a l'impression que c'est une sorte de lifting social dont on ne peut pas se séparer. C'est vraiment un rapport au temps aussi, une sorte de course en avant où le temps maintenant est compté, où on essaye de le remplir au maximum. Et puis aussi, il y a un rapport à l'espace où on bouge, on veut bouger. Il y a le mouvement qui est aussi un rapport au temps. Et donc, cette valorisation actuelle de l'innovation est très liée aux nouvelles conceptions de la société. Le temps, l'espace et cette frénésie continuelle de modifier, de changer, de telle manière qu'il y a quelques années, lorsque j'étais à l'UFM de Versailles, il y avait effectivement un référentiel professionnel des enseignants où il y avait une compétence qui était celle d'innover. Il fallait innover, c'est-à-dire que tout enseignant qui n'innovait pas n'était pas seulement un mauvais enseignant, il était un non-enseignant. Il n'existait pas. L'innovation était consubstantielle à sa pratique professionnelle. C'était marqué dans son référentiel professionnel. Mais alors, me suis-je dit, qu'est-ce que ça veut dire cette innovation? Tout le monde a le mot à la bouche, tout le monde en parle, on dit innover, innovation, transformation, changement, modification, mais qu'est-ce que ça signifie? Et je me suis aperçue, d'ailleurs en m'appuyant sur la définition de Nietzsche qui dit que tout mot qui a une histoire n'a pas de définition. Et c'est vrai que l'innovation, quand je l'ai étudiée, je me suis aperçue que tout le monde l'utilisait, quel que soit le bord politique, quel que soit le côté sociétal. L'innovation est valorisante pour celui qui utilise ce mot. C'est quand même mieux de dire j'innove dans ma profession que de dire je continue comme je fais d'habitude. L'innovation valorise, c'est une sorte d'image du jeunisme, du dynamisme, de l'évolution, comment on peut dire, d'évolution agressive. On est là, je vis, j'avance, je modifie et j'améliore. Alors c'est là que le bas blesse, parce que finalement, si on regarde bien l'innovation et toutes les utilisations, alors à une période, j'avais plus de 500 définitions de l'innovation sur mon bureau. Et toutes ces innovations étaient, d'ailleurs, les définitions de ces innovations étaient, de mon point de vue, exactes. Je n'avais pas à m'inscrire en faux. Par contre, en les analysant plus précisément, je me suis aperçue qu'il y avait ce qu'on appelle des invariants, des composantes communes. Et ces composantes communes nous permettent d'étudier comment se fait le changement à l'école. Alors d'abord, ces innovations, qui sont prônées comme telles, qui sont même quelquefois déifiées, eh bien, innovation, si on regarde
l'étymologie du mot innovare, c'est introduire du nouveau. Donc, ça veut dire que quand j'innove, quand je transforme à l'école, j'introduis du nouveau. Mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau? Qu'est-ce que ça veut dire une fois qu'on a dit du nouveau? On essaye de cerner le nouveau. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'objet qui va faire le nouveau? Si j'introduis l'utilisation d'un ordinateur dans ma classe, est-ce que pour autant j'innove? Est-ce que si j'utilise le TBI dans ma classe, est-ce que pourtant j'innove? Pas forcément, parce que l'école, ce n'est pas l'utilisation, c'est pas l'objet, c'est l'utilisation pédagogique qu'on fait de l'objet. Et je peux très bien substituer les images du manuel à l'écran de l'ordinateur ou au TBI. Donc, le niveau en lui-même, il n'est pas dans l'objet que j'introduirai. Et c'est là que c'est important, parce qu'on s'imagine que parce qu'on va utiliser les ordinateurs, parce qu'on va utiliser les smartphones, on va changer l'école, on va changer la relation pédagogique. Non, pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas parfois, mais ça n'est pas automatique. C'est pas parce que je vais introduire des tablettes dans ma classe que je vais forcément changer les relations pédagogiques. Je pense qu'il faut vraiment être extrêmement vigilant là-dessus, parce que souvent dans les récits des innovateurs, ils disent j'ai introduit telle ou telle chose. Oui, mais c'est pas en soi ce qu'on a introduit, c'est qu'est-ce qu'on en a fait. Et là est toute la difficulté de repérer. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si vous analysez dans les relations pédagogiques entre le maître ou les maîtres et les élèves, je dirais même de manière impertinente qu'il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que l'innovation s'adosse de manière inconsciente sur des choses prétendument nouvelles et qui sont anciennes. Alors, je m'explique. Si on regarde l'histoire de l'éducation, comme l'a fait Philippe Mérieux ou même Antoine Prost, on se rend compte que des choses nouvelles à l'heure actuelle sont des choses anciennes. Par exemple, lorsque je mets les élèves en groupe de travail, certains enseignants me disent « j'innove ». Eh bien non, ça a déjà été fait. Si je mets, par exemple, je fais de l'enseignement individualisé, il y a un enseignant qui va me dire « mais j'innove ». Eh bien non, ça a été fait. Quand on regarde l'histoire de l'éducation, le préceptorat, l'enseignement individualisé, l'enseignement mutuel, le monitorat, tout a été fait en matière de relations pédagogiques. Ce qui change, par contre, c'est pas ce nouveau en tant que tel, intrinsèquement, c'est le contexte dans lequel il s'installe. Nos élèves ne sont pas ceux du 19e siècle, les enseignants ne sont pas ceux du 19e siècle, donc c'est le contexte en lui-même qui change et qui va sans doute transformer la signification de ce nouveau dans ce contexte actuel. Alors, me direz-vous, c'est quand même du changement. Oui, c'est vrai que l'innovation, même si on introduit les tablettes dans la classe, on change quelque chose. Mais je dirais que ce n'est pas le changement en tant que tel. On dit je change, oui d'accord. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment approfondir ces choses-là et ne pas les accepter comme telles. Oui, il y a du changement. C'est sûr que les élèves qui utilisaient le cahier, le crayon, que sais-je encore, et qui se mettent à utiliser les tablettes, ou qui se mettent à travailler en groupe, ça change par rapport à ce qui était fait avant. Le nouveau est relatif au contexte d'avant. Un enseignant qui met en groupe ses élèves, c'est vrai que c'est nouveau puisqu'il ne le faisait pas avant. C'est donc du changement. Mais ce changement, de toute façon, le changement en lui-même, il est consubstantiel à la vie. Nous changeons, nous vieillissons, nous évoluons. La vie est changement. Alors, qu'est-ce qui caractériserait l'innovation par rapport au changement? Eh bien, tout simplement que l'innovation est un changement intentionnel, de conscience et délibéré. Je veux changer. Les innovateurs ont donc cette intention de changer. Ils en sont conscients. Tout changement de société n'est pas forcément conscient, mais celui-là est conscient. C'est une volonté de la part des enseignants de mettre quelque chose qu'ils considèrent comme nouveau
et qu'ils ont bien l'intention de développer. Alors derrière cela, quand on regarde le discours des innovateurs, de ceux qui veulent changer l'école et la transformer, on se rend compte qu'ils parlent beaucoup, ils utilisent souvent un verbe qui est celui d'améliorer. Je veux améliorer l'apprentissage des élèves. Je veux améliorer l'autonomie des élèves. Je veux améliorer la relation pédagogique. Alors creusons cette amélioration. Qu'est-ce que c'est que ce meilleur? Quel sens a-t-il pour eux? Eh bien, derrière cela, il y a des valeurs. C'est-à-dire qu'on a des objectifs et des finalités. Qu'est-ce que j'entends? Comment je pourrais dire qu'un élève est plus autonome après l'innovation qu'avant l'innovation? Comment je caractérise cette innovation? Comment je la cerne, cette autonomie? Comment je la cerne? Et tout le problème est que souvent des intentions à la réalisation, il y a un gap énorme. On croit faire des choses et on en fait d'autres. Donc toute la difficulté, elle est effectivement dans ces valeurs et dans la mise en œuvre de ces valeurs. Mais toute innovation, derrière toute innovation, il y a une valeur, une vision d'une bonne société, une vision d'un bon apprentissage et une vision d'un bon développement de l'élève. Mais quand l'individu change dans sa classe, change dans l'école, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, ce sont des choses qu'il maîtrise mal. Il a effectivement l'intention et la conscience de changer, mais il ne sait pas comment il va réellement faire. Ou alors on se trouve devant une programmation, on se trouve devant un projet, où je ferai ça, petit 2, je ferai ça, petit 3, je ferai ça, petit 4, etc., dans une sorte de projet. D'ailleurs, ce que demande l'institution, elle demande à avoir un projet. Et il y a une sorte de contradiction entre projet et innovation. Quand une institution ou un inspecteur demande un projet d'innovation, vous pouvez être sûr qu'il en rabote la créativité. Parce qu'à ce moment-là, l'innovation, elle perd ce qui est sa saveur, qui est sa prise de risque. Au fond, un enseignant qui répondrait à un inspecteur, écoutez, je tente ça, je ne sais pas où ça va aller, je tente de le contrôler, mais je pense que ça va permettre un meilleur apprentissage, un meilleur développement des élèves selon telle ou telle conception. Et là, on est dans une prise de risque. Toute personne qui veut changer l'école, qui veut changer la relation pédagogique, est une personne qui prend des risques. Elle ne sait pas en réalité ce qui va se passer. Alors, j'entends bien des enseignants qui me disent, mais de toute façon, tout enseignement est une prise de risque. Oui, mais là, disons que le coefficient est augmenté. Quand on innove, on prend des risques, on se jette à l'eau, on essaye des choses de manière collective souvent, en équipe ou même en réseau d'établissement avec les LEA, mais donc on fait quelque chose qui n'est pas totalement maîtrisé. Et c'est bien là que l'institution a des inquiétudes et qu'elle demande un projet programmatique, avec même la construction de dispositifs d'évaluation pour cette innovation. Alors, on pourra parler d'évaluation du changement de l'école et d'évaluation de l'innovation. Donc, on est dans une sorte d'incertitude. D'ailleurs, c'est très intéressant à l'heure actuelle que les gens commencent à prendre conscience que nous sommes dans des sociétés d'incertitude et que l'incertitude aussi, elle se fait dans l'école. Elle se fait effectivement face à l'enseignement et encore plus face aux innovations et à la transformation. Comme je le disais, avant on n'appelait pas ça innovation, mais il y avait des innovations, l'école changeait dans le système scolaire et je pense que de toute façon dans l'école, même si elle est muselée, si elle est vraiment très cadrée, il y en aura toujours. Il y aura toujours des innovations. Il y aura toujours des éléments. Ces innovations seront plus ou moins amples selon effectivement les appuis politiques et on reviendra là-dessus sur le rôle de l'institution par rapport à l'innovation, mais il y en aura toujours. Toujours des gens qui veulent changer, ne serait-ce même qu'une pression parentale, ne serait-ce même que la pression de certains enseignants, enfin bref, il y aura toujours des changements. Mais alors, ces innovations, quand on les regarde, ce que nous avons fait, quand on les observe, il y a au départ un très grand enthousiasme. C'est de la part des innovateurs merveilleux. Là, je suis dans les innovations, dans comment vous dire, dans les meilleurs des cas où elles se sont développées à terme. Une innovation, c'est quelque chose d'éphémère.
quand vous regardez comment les gens qui travaillent sur les innovations, qui transforment l'école, investissent en temps, en énergie, en compétences pour faire comprendre aux autres ce qu'ils sont en train de faire, pour expliquer, pour convaincre les autres que ce qu'ils font n'est pas négatif et ne va pas surtout les parents d'élèves, y compris aussi les chefs d'établissement. C'est vraiment un investissement et les personnes ne peuvent pas innover pendant 20 ans. Il m'est arrivé de voir des gens qui innovaient au bout d'une vingtaine d'années dans un collège, mais ces gens-là étaient des gens qui avaient finalement pris une sorte d'habitude, qui était acceptée dans le collège, ils faisaient leur petite innovation dans leur coin, ça ne gênait pas les autres, ils pouvaient continuer comme cela. Parce qu'en réalité, quand on met en œuvre une innovation, on n'est jamais sûr de ce qui va advenir. Soit elle peut être enquistée, comme je disais là, elle continue, et puis au sein de l'établissement, elle fait son petit truc et tout, et puis ça peut rester des années selon que l'équipe reste ou pas dans l'établissement. Soit elle disparaît. Et souvent, dans la première période des innovations, on a eu beaucoup de disparitions. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans l'équipe quelqu'un qui est plus motivé que les autres, ou qui prend ça en main pour défendre, pour informer, pour donner des idées, qui a plus d'investissement temporel que les autres. On n'est jamais vraiment à égalité dans une équipe, et il suffit que cette personne parte à la retraite ou soit mutée pour que l'innovation meure, qu'elle disparaisse par une sorte, non pas de lassitude, mais de non prise en charge par quelqu'un qui est vraiment motivé. Donc, il peut y avoir disparition d'innovation. Et quand on regarde bien l'histoire du système éducatif, il y a eu plein de choses qui ont été faites, qui n'ont jamais été valorisées, qui n'ont jamais été reprises, pour des raisons qui sont de la nature de celles que je viens d'évoquer. Ou alors, et c'est le mieux qui puisse arriver à une innovation, c'est d'être institutionnalisé. C'est-à-dire une innovation qui est reprise par l'ensemble du système éducatif et qui est considérée comme l'habitude maintenant, comme la routine. Et l'école, je parlais du changement de l'école il y a quelques minutes, eh bien l'école repose sur un ensemble de sédimentation d'innovation. Quand on regarde l'école actuelle, elle est formée de classes, d'un groupe d'élèves de même niveau, d'âge à peu près équivalent, avec un maître, dans les collèges et les lycées, un découpage disciplinaire, avec des horaires. Tout cela, ce sont des innovations. Ce sont des innovations qui se sont institutionnalisées, qui ont été reprises par l'institution et qui ont été mises comme loi, comme décret, comme statut, comme quelque chose d'évident. Et souvent, même dans beaucoup de pays, quand on voyage, on voit une école, elle est faite comme ça, de petites cases. Mais dites-vous bien qu'au Moyen-Âge, nous, on avait une centaine d'élèves avec un âge différent. On avait des moniteurs qui accompagnaient l'enseignant. La structure était très différente. Donc, la structure de l'école actuelle n'est pas intangible. Elle nous paraît évidente, mais elle peut être complètement bouleversée. Et c'est bien cela que je veux dire, c'est que l'école repose sur une sédimentation successive d'innovation. La transformation se fait à partir de là. Mais comment se fait-elle? Parce que, comme je vous disais, il y a énormément d'innovations qui n'ont jamais été reprises par l'institution. Alors, quelles sont celles qui ont été reprises par l'institution? Qu'est-ce qui a fait que ça a transformé l'école et que c'est devenu une évidence, quelque chose qui a l'air intangible? D'ailleurs, c'est amusant, quand on a essayé d'évaluer les innovations au bout d'un certain nombre de semestres ou de trimestres, on demande aux enseignants, alors le résultat de vos innovations, alors, ça aboutit à quoi? Eh bien, c'était merveilleux. Les enfants étaient ravis, nous étions ravis, c'était extraordinaire, on a eu vraiment des épanouissements des enfants. Alors, c'est souvent sur l'aspect beaucoup plus qualitatif que quantitatif que l'évaluation est faite par les innovateurs. Et on peut se dire de toute façon que les innovateurs sont peut-être les plus mal placés pour évaluer leur innovation. Ils se sont investis là-dedans, ils ont donné de l'énergie, ils ont donné du temps, car l'innovation est chronophage, et il faudrait qu'ils reconnaissent que finalement, ça n'a abouti à rien du tout.
Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je ne crois pas que ça n'aboutit à rien du tout, mais c'est très difficile à évaluer les transformations de l'école. Il y avait des évaluateurs qui avaient été chargés par le ministère en France d'évaluer certaines innovations, en particulier à l'université de Dijon, et dont faisait partie Marie Durubella, que vous connaissez peut-être. Et à chaque fois, les évaluations étaient toujours, je ne veux pas dire négatives, mais elles étaient très décevantes. Il y avait une comparaison entre des élèves témoins et des élèves expérimentaux, et on se rendait compte que finalement, en passant les tests, eh bien, les enfants qui avaient vécu ces innovations absolument enthousiasmantes n'avaient pas vraiment acquis sur le plan cognitif par rapport aux autres élèves du groupe témoin. Alors, que s'est-il passé? Tout simplement parce que les innovations, majoritairement, sont des innovations qualitatives, ce sont des innovations quelquefois impertinentes et qui ne rentrent pas dans les cadres officiels de l'évaluation. Si vous faites passer des tests habituels à des élèves qui ont vécu une innovation, bien sûr, puisque c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont été sur d'autres créneaux que ceux de l'apprentissage cognitif. Par exemple, on avait vécu une innovation qui était celle de l'apprentissage de la lecture, tout à fait basique, en collège. Un groupe d'enseignants avait développé, comment vous dire, la relation avec le CDI, le centre documentaire, et invité les élèves à lire chaque semaine ou tous les 15 jours un petit conte, et la semaine suivante, donc, à le raconter à leurs amis de la classe. Et donc, ils racontaient, et alors on s'était aperçu que finalement, ça marchait très bien, les élèves étaient ravis, et les enseignants avaient vraiment l'intention de développer l'habileté de lecture chez les élèves, chez les collégiens. Or, on s'est aperçu qu'en réalité, c'est pas cet objectif-là qui était atteint. Les élèves, les collégiens qui avaient vécu l'innovation n'avaient pas été plus habiles en matière de lecture. Par contre, ils avaient acquis des compétences d'échange oral, de prise de parole en public, d'aisance à s'exprimer oralement de manière concise et claire. Et là, ce n'était pas dans les objectifs initiaux, mais c'était quelque chose qui était atteint. Donc, l'innovation, la transformation, le changement n'atteint pas toujours les objectifs initiaux, je dirais presque jamais, hein, d'après mon observation. Donc, ça veut dire que quelquefois, il faut essayer de voir les effets collatéraux de ces changements-là et ne pas rester complètement cloisonné sur vous aviez un objectif initial, je ne constate pas un grand changement. Pour ce développement d'innovation, il faut un environnement favorable. Bon, quand j'ai dit environnement favorable, je n'ai pas dit grand-chose. Mais c'est vrai que toute innovation, toute transformation dans l'école révèle des rapports de pouvoir, des enjeux sociaux, des luttes de place, de l'influence sociale, des rapports, comme le dirait Serge Moscovici, minorité, majorité. Et c'est ces enjeux-là qui viennent troubler l'innovation, la transformer d'ailleurs, parce qu'on dit souvent que adopter une innovation, c'est l'adapter, parce qu'une innovation ne se diffuse pas comme cela. Une innovation, d'abord, se comprend. Il faut convaincre les gens, leur expliquer, leur dire en quoi c'est intéressant, en quoi ce n'est pas intéressant, et arriver à rentrer dans cette compréhension de ça peut être intéressant, donc on peut le mettre en place. Donc tout ce qui est diffusion de l'innovation est extrêmement complexe, extrêmement hasardeux et souvent surprenant. Et j'avais fait une étude dans un ensemble de collèges pour comprendre comment certaines innovations étaient instituées et devenaient donc la transformation de l'école, et comment certaines autres que je considérais tout à fait intéressantes, qui n'étaient pas reprises, qui étaient complètement abandonnées. Parce que finalement, en matière d'éducation, on n'est jamais sûr de rien. On ne sait pas. Derrière cela, il y a des valeurs. Il y a les républicains, il y a les démocrates, il y a des valeurs politiques. L'école est traversée de politique.
Je dirais que finalement, l'école, la société a l'école qu'elle mérite. Et la structure sociale, de la structure sociale dépend la structure de l'école. Donc là, on se trouve vraiment dans un contexte complexe, mais où on peut arriver à mettre en place des choses et à ce moment-là faire basculer. Et quand on voit qu'un établissement se transforme et que finalement, il y a peut-être un petit grignotage de la majorité des innovateurs par rapport à la minorité, à ce moment-là, on peut imaginer qu'il y ait une prise en compte institutionnelle de cette innovation qui paraît finalement pas révolutionnaire, qui paraît tout à fait faisable et tout à fait utile et intéressante, et on peut arriver à faire ce basculement. Alors, il y a aussi un phénomène qui est extrêmement important, c'est celui de la hiérarchie. Parce que la hiérarchie, alors, je ne sais pas comment vous dire, j'ai parlé de l'institution. J'aime mieux parler de l'institution que de la hiérarchie parce que l'institution est le produit de nous-mêmes. C'est-à-dire que l'institution, c'est des normes, c'est des comportements, c'est le langage commun, c'est nous qui produisons l'institution. Souvent, je dis aux enseignants, vous êtes l'institution. Arrêtez de dire que l'institution veut ceci, que l'institution m'oblige. Non, c'est dans votre tête, c'est pas l'institution. C'est les modalités d'organisation de l'institution qui sont des modalités hiérarchiques, oui, parce qu'à travers cette institution, ce qui a été construit, les statuts, les décrets, les lois, les normes, les comportements, ce qui se dit, ce qui se fait, etc., tout cela, il y a eu un modèle d'organisation. Et souvent, ce modèle d'organisation, il est assez top-down. J'attends, d'ailleurs, beaucoup d'enseignants ont une relation extrêmement ambiguë par rapport à la hiérarchie. Je veux de la hiérarchie, mais j'en ai marre de l'avoir. Donc, et on l'a vu au moment de la crise, parce qu'il y a des enseignants qui disaient « mais ils ne nous donnent pas de directives ». Et quand les directives arrivaient, « oh, mais ils nous empêchent, on n'est pas autonome, on est quand même responsable ». Enfin, c'est très embêtant. Et ce jeu entre la hiérarchie et les enseignants est quelque chose de très pesant et de très complexe. Donc, dans une modalité d'organisation où on a moins de top-down et plus de bottom-up, alors là, on peut arriver à une généralisation plus rapide et plus grande de l'innovation. Parce que l'innovation, ça vient quand même des acteurs. Une innovation, elle ne vient pas à moins que ce soit le ministre lui-même qui innove une certaine chose dans sa pratique. Mais je veux dire par là que l'innovation, ce sont les acteurs. Donc, ça monte beaucoup plus que ça descend. Mais il y a besoin de la descente pour effectivement l'instituer. Donc, on est dans ce jeu. Une innovation, ce n'est pas une réforme. Par contre, les réformes que notre ministre balance, parce qu'il y en a de nombreuses et successives dans notre système éducatif, elles peuvent engendrer quelquefois des innovations. Ça n'est pas contradictoire. Mais ces innovations-là, c'est lorsque les enseignants les prennent en main et les transforment. Ils en font quelque chose, ils se les approprient, et à ce moment-là, on arrive à un jeu qui est relativement fécond entre la réforme et l'innovation. Mais pas toujours, parce que dans la tête des gens, tout ce qui vient d'en haut, enfin pour certains, tout ce qui vient d'en haut est mauvais et néfaste. Et c'est ce dialogue entre le bottom-up et le top-down qui quelquefois est néfaste ou quelquefois est fécond. Alors peut-être vous dire que toute action sociale, toute action pédagogique, elle n'est pas transférable d'un individu à l'autre. On ne peut pas dire que quelque chose que fait l'enseignant, une fois qu'il disparaît, son collègue va faire exactement la même chose. C'est pas du tout possible. Chacun retraduit à sa manière, dans ses propres activités, ce qu'il a compris de l'innovation, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu de son collègue. Donc, tous ces éléments, et on pourra en discuter, que j'entends, et j'y ai travaillé d'ailleurs à l'Union européenne sur les bonnes pratiques. Il y a toujours eu ces bonnes pratiques qu'on mettait dans les rapports. Alors, on va prendre quel pays pour remontrer qu'il y a une bonne pratique, un bon exemple? Mais non, c'est juste un exemple. C'est juste une innovation, mais on ne peut pas dire qu'à partir de là, les autres feront la même chose. Et tant mieux. Tant mieux, parce que le contexte social change, le contexte psychique des enseignants change, le contexte de l'établissement scolaire change. Donc, c'est bien une adaptation,
une réappropriation. Et la seule chose que peuvent faire les bonnes pratiques, entre guillemets, quand elles sont dites, parce qu'elles sont souvent écrites, c'est une sorte de petit récit, elles sont, comment vous dire, elles aident à trouver des idées, à avoir des bonnes idées. Tiens, pourquoi je ne ferais pas ça? Tiens, oui, c'est vrai, c'est une idée, je peux l'avoir, mais il y a une réappropriation. Et donc, tous ces éléments sociaux, psychosociaux, sont extrêmement importants. La sociologie de la traduction, je pense que tout un chacun, vous le connaissez, c'est quand si on veut engager quelqu'un, l'inviter à transformer sa pratique sociale, on a tout intérêt à rentrer dans ce qu'on appelle en sociologie de la traduction son espace d'intéressement. C'est-à-dire de lui dire qu'il va en tirer bénéfice, que ça peut être intéressant pour lui. Et s'il comprend à ce moment-là que c'est intéressant, alors il va sans doute se décider à transformer sa pratique. Et cet espace d'intéressant, nous avons dans l'école, nous avons les parents d'élèves qui ont un espace d'intéressement. Nous avons les chefs d'établissement, l'institution, enfin, toutes ces différentes catégories sociales qui gravitent autour de la classe, qui ont des espaces d'intéressement qui ne sont pas forcément ceux de l'enseignant. Donc, il faut qu'à un moment donné, l'enseignant ou le groupe d'enseignants ou le réseau d'établissements qui innovent rentre dans l'espace d'intéressement de ces catégories sociales, c'est-à-dire traduisent ce qu'ils font en espace d'intéressement des catégories sociales auxquelles ils s'adressent. Et ça, c'est extrêmement fort, c'est-à-dire qu'il y a un processus d'influence sociale, d'échange, de persuasion plus ou moins forte qui permettent à ce moment-là d'engager les parents d'élèves, d'engager les chefs d'établissement, d'engager les équipes de direction, d'engager les inspecteurs, etc., dans cette innovation et d'y trouver de l'intérêt, non pas seulement pour l'apprentissage des élèves, mais pour eux-mêmes, dans leurs travaux à eux, dans leurs travaux professionnels. Le premier, c'est que dans ces établissements qui ont maintenu cette innovation, qui ont même fait du prosélytisme, il y avait, chose curieuse, dans la salle des professeurs, il y avait un laboratoire d'idées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un laboratoire d'idées? C'est-à-dire qu'il y avait un temps dans la salle de professeurs où les enseignants venaient, mais aussi les CPE, et faisaient une sorte de brainstorming. On donnait les idées les plus folles, les plus offensives, les plus ridicules. Rien, il n'y avait pas de censure, il n'y avait pas d'interdiction. Et chacun y allait de son idée. Et là, donc, on essayait un peu de les rassembler. On faisait une sorte de paperboard où on rassemblait. L'exemple du brainstorming est, je trouve, tout à fait illustratif de cette activité. Donc, il y avait ce qu'on appelle un laboratoire d'idées. Et d'ailleurs, maintenant, c'est intéressant parce que je suis en train de suivre ce qu'on appelle les lab schools, qui sont aussi des laboratoires à l'intérieur desquels il y a des tas je dirais, ça bouillonne à l'intérieur des idées, des espaces aussi où on essaye d'inventer des choses, on voit si c'est faisable ou pas d'ailleurs. Hein. Après, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément qu'on a observé, c'est qu'il y a la mise en forme de certaines idées, c'est-à-dire que ces idées n'étaient pas seulement sur le paperboard, mais on disait après tout, on peut peut-être les écrire. Et puis ceux qui ne sont pas venus au laboratoire d'idées, eh ben, on va leur communiquer. Donc on faisait des sortes d'affichettes ou des fiches qu'on affichait, hein, avec d'ailleurs l'accord du chef d'établissement. Et lorsqu'il y avait des réunions du conseil pédagogique, des réunions d'enseignants, eh bien on en parlait de ces idées. On avait écrit, on avait formalisé certaines de ces idées, et puis aussi on faisait des journées banalisées sur ces idées-là, celles qu'on retient pas, celles qui sont en opposition de valeurs, de certaines valeurs, enfin, etc. Et puis, troisième élément, c'était repris par l'équipe de direction qui canalisait ce qui était dit, qui canalisait les propositions en les mettant en relation avec les textes officiels. C'est-à-dire ce qui est parce que ce qui n'est pas interdit, on peut toujours le faire, mais les gens pensent souvent à ce qui est interdit, beaucoup plus à ce qui n'est pas interdit. Donc, en intégrant ces propositions, à la fois en rapport avec les textes officiels et en rapport aussi avec le projet d'établissement, qui peut d'ailleurs évoluer, qui pouvait évoluer. Donc ça, c'est le troisième élément.
Le quatrième élément qui nous a surpris, c'est que les enseignants avaient à l'intérieur du collège une mobilité entre eux. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de voir dans des collèges des gens qui prenaient un niveau, par exemple en France on a 6e, 5e, 4e, 3e, qui prenaient le niveau 4e pendant 20 ans. Ils ne prenaient que des élèves de 4e. Ou d'autres qui prenaient que des élèves de 6e. Or là, à l'intérieur de ces collèges par rapport aux autres, nous avons observé une mobilité. Une année, on prenait les classes de 5e, une autre année, on prenait 4e, une autre année, on prenait 6e. Ce qui fait qu'il y avait, comment vous dire, il y avait vraiment une connaissance totale de l'établissement, avec sans doute déjà une impertinence de pensée sur les décloisonnements possibles entre les niveaux. Et ça, c'était vraiment visible dans ces collèges. Ensuite, il y avait une sorte d'engagement du chef d'établissement, qu'on appelle souvent en sociologie le portier. Celui qui, effectivement, rappelle qu'on peut faire des choses nouvelles et que lui, il est tout à fait prêt à aider, à favoriser cela, à faire les démarches éventuelles si nécessaire pour justement favoriser ces idées et voir si on peut vraiment les mettre en œuvre. Et puis, il y avait aussi, de temps à autre, des moments de régulation au sein de l'établissement. Car vous savez de toute façon que dans tout, et tant mieux, que dans tout établissement, dans tout système éducatif, il y a ceux qui sont enthousiastes et il y a inévitablement, et je dirais encore plus en France, les opposants qui ne sont pas d'accord avec ça, qui ne sont pas d'accord avec les idées, qui ne sont pas d'accord avec les propositions. Et souvent, on se confronte à deux groupes qui se chamaillent ou même qui se tournent le dos, qui s'ignorent. Et là, à ce moment-là, il faut prévoir ce qu'on appelle des instances de négociation. Alors, qui dit négociation ne dit pas consensus total. C'est qu'il y a une reconnaissance mutuelle. Après tout, pourquoi une partie d'un établissement ne pourrait pas changer, transformer, apporter des choses nouvelles, et puis une autre partie qui ne veut pas, ne pas le faire. Après tout, l'essentiel, c'est qu'ils se reconnaissent mutuellement, qu'ils s'identifient et qu'ils acceptent mutuellement qu'ils ne font pas la même chose. Parce que finalement, en matière d'éducation, on n'est jamais sûr de rien. On ne sait pas. Derrière cela, il y a des valeurs. Il y a les républicains, il y a les démocrates, il y a des valeurs politiques. L'école est traversée de politique. Je dirais que finalement, l'école, la société a l'école qu'elle mérite. Et la structure sociale, de la structure sociale dépend la structure de l'école. Donc là, on se trouve vraiment dans un contexte complexe, mais où on peut arriver à mettre en place des choses et à ce moment-là faire basculer. Et quand on voit qu'un établissement se transforme et que finalement il y a peut-être un petit grignotage de la majorité des innovateurs par rapport à la minorité, à ce moment-là, on peut imaginer qu'il y ait une prise en compte institutionnelle de cette innovation qui paraît finalement pas révolutionnaire, qui paraît tout à fait faisable et tout à fait utile et intéressante, et on peut arriver à faire ce basculement. Alors, de quoi parlons-nous quand nous parlons de l'innovation techno-numérique? Je crois que ça vous concerne peut-être plus directement, puisque c'est plutôt sur cet élément-là que vous êtes axé. Eh bien, de quel objet parlons-nous? Eh bien, de tous les objets. C'est une variété d'objets et d'usages sociaux. La seule chose que l'on peut dire, c'est qu'il y a Internet, il y a l'ordinateur, il y a les tablettes, il y a les smartphones, il y a vraiment tous les usages, les padlets, tout ce que vous voulez. Il y a des logiciels. Il y a une très grande variété d'ailleurs qui a eu vraiment, ça a été une montée exponentielle du nombre d'outils qu'on peut utiliser comme objet numérique. Le problème, c'est celui de l'usage que l'on fait de cet objet. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas l'objet en lui-même, mais c'est bien la manière dont tu l'utilises, la manière dont on le met en œuvre dans la relation pédagogique et vis-à-vis de l'apprentissage des élèves. Donc, je crois que ce n'est pas l'objet en tant que tel, c'est bien cet usage. Ça ne veut pas dire que l'objet n'intervient pas, il a sans doute des contraintes d'espace, de temps, de manipulation, de compétences techniques de la part de l'enseignant, mais c'est surtout la manière dont on l'utilise. D'ailleurs, c'est assez amusant quand, en France, j'entends bien, l'école a relativement réagi
comment vous dire, de manière frileuse, je dirais. L'école est frileuse par rapport au numérique, l'école française, hein, est frileuse par rapport au numérique parce qu'elle a l'impression que cette technique peut être une réification de l'apprentissage et qu'on va en revenir à l'enseignement programmé et qu'on va en faire des petits robots et que l'incursion des neurosciences dans ces technologies ne va être que néfaste alors que chaque enfant apprend de sa manière, une sorte d'individualisation de personne, de perte finalement d'autonomie de la part de l'enfant. Et c'est amusant, nous avons vécu à la fin 2017, la circulaire de notre ministre de l'Éducation, Blanquer, à propos des smartphones dans l'école, notamment au collège, à la rentrée 2018-2019. Il était écrit qu'il y avait interdiction totale d'utiliser dans les classes de collège tout smartphone. Il y a donc eu comme une sorte de rejet de la part du ministère de ces outils informatiques qui ne pouvaient être que néfastes, qu'on les utilisait de toute façon, les enfants les utilisaient pour regarder Internet, pour téléphoner aux copains, pour envoyer des blagues, etc., Instagram, WhatsApp, etc., et que de toute façon, c'était que dangereux. Que l'incursion du numérique dans l'école, et vous voyez, nous sommes en 2018-2019, nous sommes en 2020, et donc, il y a cette frilosité. Il y a beaucoup, parmi mes collègues, des gens qui considèrent que le numérique est perturbateur et risque de faire une sorte de transhumanisation de l'individu, et d'autant plus quand on touche les jeunes, quand on touche la future société. Et donc là, il y a une sorte de frilosité et même de refus. Il y a des enseignants qui refusent toute utilisation du numérique et qui restent dans leur classe. Ça existe encore en France. Je n'ai pas compté le nombre, mais ça existe encore et je crois qu'il faut les prendre en considération. D'ailleurs, au moment de la crise, ils se sont révélés incompétents et c'était tout un problème d'utilisation des techniques. Alors, cette entrée timide dans les écoles françaises du numérique, bon, on a mis en avant les problèmes d'équipement. Je crois que maintenant, ils sont un peu dépassés. On a mis en avant les rapports aux techniques. Et c'est vrai, comme je vous disais, il y a des enseignants qui disent, moi, j'y connais rien en technique, puis ça m'énerve de toute façon, et puis c'est inutile, et puis c'est pas ça. Il y a une quiddité de la pédagogie, une quiddité de l'apprentissage qui ne peut pas passer par des machines. Et puis aussi, il y avait des parents qui se sont opposés au numérique. Et il y en a encore. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des transformations du numérique à l'école, une fois qu'il est rentré? Bon, on sait très bien, je viens de le dire et je le répète, qu'il ne suffit pas de mettre à disposition des technologies pour provoquer automatiquement un changement de pratique pédagogique. Hein. Il ne faut pas prendre les ressources comme des sortes de passe-plats. Je te passe l'information, je t'envoie une adresse mail, tu feras. Il y en a qui ont fait ça. Il y en a même qui ont fait des visioconférences, en fait des conférences de 9h à midi et de 14h à 17h comme un cours magistral. Ça aussi, c'est l'utilisation du numérique. Mais c'est un usage que l'on peut questionner. Hein. Toutes ces choses-là sont aussi analysées. Je crois que l'après-Covid nous permettra de voir un peu toutes ces utilisations, y compris des utilisations néfastes ou même des utilisations qui font retourner la pédagogie à une tradition qui a déjà été abandonnée depuis pas mal d'années. Donc, il faut faire attention à ne pas recréer des formes normalisées, inscrites toujours dans cette conception magistrale, transmissive des apprentissages. Et d'ailleurs, on observe, nous qui avons beaucoup développé à l'école ce qu'on appelle la classe inversée, avec les fameuses capsules vidéo ou auditives pour les enfants, de manière à ce qu'ils puissent prendre connaissance du contenu pour à l'école pouvoir faire des travaux pratiques et des travaux de groupe, eh bien, on se rend compte que cette conception, elle devient normalisée. Elle devient presque, comment vous dire, transmissible. Bon, tu lis ça, tu regardes ça, puis tu viens à l'école. Il n'y a plus de nouveauté. Et c'est devenu, je ne veux pas dire une habitude, parce que ça n'a pas encore été accepté par le ministère, mais quelque chose qui n'a plus aucun sel, aucune saveur, qui permettra à l'innovation d'avoir cet enthousiasme. Donc, si vraiment on veut appréhender les transformations, et moi je suis très optimiste du numérique, je crois que là, il s'agit d'un véritable changement paradigmatique, en parallèle d'ailleurs
avec cette évolution, je ne sais pas si vous avez vu là récemment, mais nos collègues québécois sont beaucoup plus au fait que nous, du passage d'une conception qui a été très très longtemps chez nous, très forte, très pesante d'ailleurs, du socio-constructivisme de l'apprentissage. On était encore basé sur Piaget, sur Anne-Nélie Perret-Clermont, sur toutes ces choses-là, au profit d'une nouvelle conception qui nous est venue d'ailleurs des États-Unis, la conception connectiviste, qui, elle, prend vraiment le développement de l'intelligence dans sa globalité et dans les relations qu'elle peut avoir de domaines très différents. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que André Tricot, qui est un de mes collègues, travaille aussi bien sur l'apprentissage formel que l'apprentissage non formel, c'est-à-dire extérieur à l'école, car il peut y avoir des connexions entre différents apprentissages sans qu'on isole totalement les apprentissages scolaires de l'expérience extérieure à l'école. Le numérique, tel qu'on l'a vécu pendant la crise du coronavirus, il s'agit d'enseigner en différé cette fois. Je ne parle pas dans la classe, je parle vraiment de ce que nous avons vécu. Alors, le bouleversement de la forme scolaire a été total. D'ailleurs, il est intéressant de voir à quel point ça a été brutal. Du jour au lendemain, les enseignants, on leur a dit c'est terminé l'école. Il n'y a plus de relations pédagogiques. Vous vous démerdez, vous faites parce que les enfants sont chez eux maintenant, ils sont confinés, donc vous vous débrouillez pour faire quelque chose. Et là, la forme scolaire telle qu'on la vit, alors qui est routinisée, qui est une ancienne innovation, mais qui est routinisée, qui devient quelque chose d'évident, eh bien, cette forme scolaire a été complètement transformée. Alors, peut-être vous donner une petite définition de la forme scolaire, pour que vous voyez bien ce que c'est. C'est un ensemble de règles et d'usages propres à caractériser les actions des élèves et des enseignants dans un cadre d'apprentissage formel. Il s'agit bien de l'apprentissage scolaire. Alors, ces transformations, je les prendrai, moi, sur 3 plans. D'abord, le rapport au temps, le rapport au lieu ou à l'espace, et le rapport à la connaissance. Là, il y a eu une sorte de bouleversement, et je crois qu'après le Covid, lorsque l'école aura repris, disons, son habitude avec tous les élèves dans la classe, il faudra vraiment faire un gros débriefing sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Alors, si je prends chacun des éléments, si je prends le rapport au temps, d'abord, on s'est trouvé avec un rapport au temps qui était asynchrone. Il était aussi désynchronisé et il était hyper synchronisé parce que si nous observons notamment les lycéens, ils faisaient leurs devoirs ou leurs travaux en écoutant de la musique ou en regardant la télévision. C'est très développé chez les ados, on fait plusieurs choses à la fois. Et puis il y a eu une accélération, vite je vais faire ça. Il y a eu aussi le poids de l'agenda familial, le poids de la fratrie, des aides, d'ailleurs une coéducation parentale, si bien que ce rapport au temps n'était plus du tout le rapport au temps qu'on avait avant à l'école. À cela, on peut ajouter la conception du temps perçue par l'élève et celle perçue par l'enseignant, car l'enseignant, lorsqu'il construisait ses outils informatiques, il fallait qu'il fasse des chaînons du format technique et des formats de connaissances. Il y avait la pression technique, mais aussi la pression de la connaissance. Donc, il devait estimer en fonction de la durée supposée de l'apprentissage. Bon, je pense qu'il mettra tel temps pour faire ça, qu'il mettra, bon, il y a les enfants plus lents, il y a les enfants plus rapides. Il faut qu'il tienne compte aussi de la diversité des élèves. Et puis aussi, il y a le cadre distribué, la temporalité distribuée pour le cadre d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a une progression, un cheminement. Donc, la temporalité cognitive correspond au temps réel de cet apprentissage et non pas à la temporalité réelle, physique que nous vivons. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a des temps d'accélération et des temps de ralentissement dans l'apprentissage. Pour le rapport à l'espace, eh bien, vous conviendrez que c'est un peu la même chose. Le rapport au lieu, le rapport de l'espace privé mêlé à l'espace public scolaire, l'espace privé familial, l'espace commun entre élèves en dehors de l'école, les collaborations, car les enfants, les collégiens et les lycéens communiquaient beaucoup pendant cette période. Et puis, l'utilisation par les enseignants de forums d'entraide. Et c'est assez intéressant de voir que finalement, la parole des experts était sur le même plan que celle des novices. Et comment ça se passait? Comment était-elle reçue? Est-ce que cette situation n'a pas permis à certains novices
de s'exposer, de s'enhardir à dire des choses qu'il n'aurait pas dites en présence d'un expert qui était, lui, situé au-dessus des novices. Le rapport à la connaissance, c'est effectivement comment articuler des chaînons dépendants de la technique, des formats techniques, et les formats de connaissance qui correspondent à des phases d'apprentissage. Et souvent, on s'est rendu compte que les supports de ces connaissances n'étaient plus ce que l'on avait avant, qui était du narratif, du linéaire, mais il y avait souvent des cartes conceptuelles, beaucoup de tableaux, des arborescences, beaucoup d'hypertextualité, des capsules vidéo, des iconographies, des diaporamas, des schémas et j'en passe. Ça veut dire que cette connaissance, la mise en forme de cette connaissance n'est plus linéaire comme elle était avant. Et cette progression dont nous parlons est peut-être une progression arborescente qui repose la question de la construction de la connaissance. Finalement, le numérique repose la question de cette connaissance qui n'est peut-être plus linéaire et comme par hasard, est apparue la conception du connectivisme qui est tout à fait en accord avec le numérique. Il a fallu l'arrivée finalement d'un virus pour changer ou questionner du moins le changement d'enseignement et d'éduquer en court-circuitant les innovations ordinaires. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en France, je termine par ça, c'est un virus qui a provoqué ce qu'aucun inspecteur, aucun ministère, aucun recteur n'aurait pu faire. Nous avons maintenant le bac qui est en contrôle continu. Nous avons maintenant des évaluations formatives. Nous avons des transformations qui ont été liées et je crois que là, c'est irréversible et que le virus a provoqué par un choc, ce qui veut dire que l'innovation, je reprendrai le mot de Gilles qui parle de l'art, l'innovation peut naître de contraintes, vivre de lutte, mais peut-être aussi mourir de liberté. Est-ce que c'est un acte individuel du prof ou bien c'est un acte qui relève d'un laboratoire d'idées d'un certain nombre de professeurs, ou bien c'est un acte institutionnel? Et donc, s'il est institutionnel, c'est-à-dire d'ordre politique, vous avez parlé tout à l'heure des critères de religion, économie, etc. Dans le chat, je vous ai cité une petite référence par rapport, pour le livre, hein, je revois mon message. La politique, le politique doit-il se mêler de l'éducation? Des collègues Hélène Buisson et Olivier Ray de l'ENS de Lyon, donc qui essaient de répertorier un certain nombre de critères d'innovation comme le refus d'adhésion des élèves, la résistance collective. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que même quand l'État essaie d'innover à son stade, il y a quand même de la résistance. Oui, et puis, par rapport à la diversité culturelle, également, est-ce qu'on peut parler d'innovation dans des classes où l'origine ethnoculturelle est, si vous voulez, est diversifiée? Voilà, merci. Voilà, c'est une question bien complexe. Hein. Alors, pour ce qui est, je réponds pas à pas, hein, si vous le voulez bien. Alors, la première, c'est est-ce qu'il y a d'innovation individuelle? Non, 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 non. On peut être une équipe pédagogique. Je vous dis, en France, on a l'IFE, l'Institut français d'éducation, qui fait ce qu'on appelle des LEA, c'est des lieux d'éducation active, où ce sont des réseaux d'établissements qui tentent telle ou telle chose, qui innovent sur telle ou telle partie. Ça peut être tous les professeurs de maths de ce réseau, ça peut être interdisciplinaire, enfin bref, donc il peut y avoir de l'individuel, il peut y avoir du collectif. Personnellement, je pense que l'individuel est voué, à moins qu'il se répande très rapidement, mais il est voué beaucoup plus à une disparition dans la mesure où innover, comme je disais, c'est quand même un investissement en temps, en engagement, en persuasion, parce que l'innovateur, c'est pas seulement celui qui fait l'action nouvelle, c'est celui qui persuade les autres que c'est nouveau. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que non seulement il faut persuader les parents et les enseignants et chefs d'établissement, mais il faut persuader les élèves. Hein. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Maintenant, je commence à voir. Mais avant, je ne voyais pas. Il n'y avait aucune innovation qui partait des élèves. Maintenant, il y en a dans les lycées.
Les élèves proposent, disent, oh, mais monsieur ou madame, est-ce qu'on pourrait pas faire ça? Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis il y a l'autre classe, ils sont en BTS et tout ça, ils pourraient nous aider. Enfin, on voit maintenant des innovations qui partent des élèves. Avant, ça n'existait pas. Donc une innovation, elle peut être solitaire, elle peut être collective, elle peut partir des élèves. Alors, voilà pour l'origine de l'innovation. Alors, pour le politique, j'entends bien, il ne faut pas confondre politique et politicien. Tout est politique. Si on regarde politique dans le sens de citoyenneté, de la construction de la cité, inévitablement, l'école est politique. C'est des choix politiques qu'on a faits. C'est pas quelque chose qui serait en apesanteur par rapport à la citoyenneté. D'ailleurs, je disais tout à l'heure que la société a l'école qu'elle mérite. Il n'y a pas d'école sans adhésion sociale. Si la société n'accepte pas l'école, d'ailleurs c'est intéressant ce que vous me dites, parce que nous sommes aperçus, non pas avec le ministre actuel de l'Éducation, mais avec la ministre antérieure, Najat Vallaud-Belkacem, que sur son bureau atterrissaient des quantités, une trentaine à peu près par jour, de demandes d'ouverture d'écoles libres, notamment, le mot passe général, Montessori. Donc, la création d'écoles qui n'auraient pas été assujetties aux programmes officiels, quoique les diplômes restent. Mais vous voyez, donc il y a bien quelque part, je dirais, de la politique aussi, c'est s'inscrire en faux. Donc, je ne vois pas une école sans politique. Je pense que ce qu'évoquent mes collègues, c'est la politique politicienne, c'est celle de droite, de gauche, du Front National en France ou de la LFI, c'est tout ça, c'est des tendances. Or là, la politique, c'est, par exemple, la structure familiale est politique. Le mariage, c'est une institution et c'est une décision à un moment donné de la cité d'avoir des décrets, d'avoir des lois, etc. On peut les changer. On peut changer l'école, comme je disais. L'école aura une autre configuration, ça peut être hardi, hein, mais c'est la cité, c'est la citoyenneté.